Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour l'épisode de Jeux de rôle en bref, j'ai un invité spécial, comme vous pouvez voir juste ici. Il s'agit de mon oncle Marc. Et mon oncle Marc, qui est collaborateur pour le podcast Pas de nom, mais aussi créateur de jeux de rôle, notamment le jeu de rôle Passe-moi la POC. Mais aujourd'hui, il va nous parler d'un coup de cœur dans ces jeux de rôle. Il s'agit du jeu Monster Hearts, j'ai vraiment hâte de découvrir. On m'en a beaucoup parlé, mais j'ai hâte de voir aujourd'hui, aller explorer un peu plus en détail. C'est quoi exactement le jeu de rôle Monster Hearts? Donc, bonjour mon oncle Marc. Ben, bonjour à toi aussi et bonjour aux gens à la maison qui nous écoutent. Monster Hearts, Oui. ben, tout d'abord, c'est un jeu de rôle qui a été la première édition. Il y a deux éditions, il y a Monster Hearts et Monster Hearts 2. Monster Hearts, le premier est sorti en 2012 et le deuxième en 2017. Ça a été créé par Avery Alder, qui est une femme trans de la Colombie-Britannique. Donc, c'est un produit canadien. Je l'ignorais jusqu'à tout récemment. Euh, Ça se joue de 3 à 5 joueurs, en plus du maître de jeu ou de la maître de jeu. Le niveau, je dirais que c'est pas vraiment pour débutants, pas à cause du système qui serait compliqué, mais plus à cause du sujet qui est abordé. OK. Et justement, là, j'en comprends que il y a un sujet ou une thématique particulière là, dans l'univers du jeu de rôle Monster Hearts. Oui. Premièrement, c'est dans un setting qui est moderne, donc peut-être pas nécessairement aujourd'hui en 2022 et dans un monde qui a connu la pandémie. Ça, c'est votre choix si vous décidez qu'il y a une pandémie ou pas dans votre univers. Mais c'est dans un setting moderne. Je peux déjà nommer peut-être quelques inspirations de Monster Mhm. Hearts, entre autres Buffy the Vampire Slayer, Mm. les films Jennifer's Body et Ginger Snaps, ainsi que la série livres et films des Twilight. Donc, avec ça, vous pouvez Euh, déjà vous donner une idée de quel genre de setting, dans quel genre de setting on est. C'est-à-dire moderne, je dirais peut-être au minimum des années 90 et plus. mm. Euh, mais dans une petite ville, jamais une métropole, dans lequel les joueurs sont appelés à incarner des adolescents ou adolescentes euh, qui vivent leur crise d'adolescence pleine d'angoisse, d'anxiété, mais aussi de solitude. Hein. On a l'impression qu'on est seul au monde à vivre les problèmes qu'on vit. C'est Mm. également une période de découverte de soi, euh, autant au niveau de la personnalité que de la sexualité. Mm. Mais également découvrir que le monde autour de soi est pas aussi rose bonbon qu'on le pensait, puis les gens sont pas noirs et blancs, il y a beaucoup de couches de gris. En plus de ça, en plus d'incarner toute la complexité d'être un adolescent ou une adolescente, ben on est secrètement des monstres. Les joueurs, je parle. OK. Oh, Quel, wow. quel genre de monstre? Eh bien, il y a des loups-garous, des vampires, des ghouls, des fantômes, mais également des monstres un petit peu plus subtils. Il y a des sorcières ou sorciers, il y a des fées, il y a aussi des mortels qui ont passé des pactes avec des démons. Mais il y a également cette espèce de, de, de personne qui, à prime abord, a rien de spécial ou de surnaturel, mais qui s'intéresse peut-être un petit peu trop à l'occulte pour sa propre santé. OK. Donc, il faut tenir ça secret, Ouais. parce que sinon, si les gens savent que vous êtes whatever, vampire Ouais. ou peu importe, ben on va vous chasser. Fait qu'il faut pas le dire. Mais OK. faut, c'est la complexité de ce jeu-là, c'est de décider.
quand est-ce que je laisse paraître mon côté monstrueux et quand est-ce que ok, non, je veux juste montrer mon côté adolescent, puis je vais me laisser marcher ses pieds. Je pourrais dire qu'il y a une métaphore vraiment intéressante avec l'adolescence, justement, où est-ce qu'on va garder à l'intérieur de nous plein de choses cachées, on n'ose pas, des fois, être vulnérable hein, par rapport aux autres, parce que quand on s'ouvre aux autres, on devient vulnérable. Vraiment intéressant comme... On en a parlé un peu avant le début de l'enregistrement, mais que cet univers-là vient beaucoup à chercher des petits aspects du développemental, en psychologie aussi, l'identité, l'expression de genre ou... OK. Et justement, je vois pourquoi et comment ça peut aller chercher plusieurs personnes et peut-être d'autres personnes que ça les intéresserait moins, mais c'est vraiment intéressant pour plusieurs personnes, je dirais, comme thématique. Et dans sa mécanique, en fait, comment est-ce que c'est mis en place tout cet univers-là? Au niveau de la mécanique, Monster Arts est un PBTA. Là, OK, les gens qui partaient pas, Quoi? qui pas sur X, là, attendez pas, là, parce qu'il y en a que ils disent des lettres, que c'est ça. Un PBTA, dans le milieu holistique, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est ce style de jeu-là, c'est des jeux qui sont propulsés par l'apocalypse. C'est quoi ça, l'apocalypse? C'est un jeu de rôle qui s'appelle Apocalypse World, qui a été créé par Vincent Baker. Là, je vais pas checker la date de ça, je pense que c'est 2008. OK. Qui était dans un setting post-apocalyptique dans lequel les gens vivaient leur petite vie. Le système est assez simple, en fait. C'est quand il y a une complication ou quoi que ce soit qui a besoin d'une résolution, il y a des manœuvres qui embarquent et ces manœuvres-là sont... la manière de les solutionner, c'est avec un jet de dés qui est toujours 2 dés à 6 faces que l'on brasse, plus une caractéristique. Et parfois plus un petit bonus ou un malus. Pas toujours, là, mais bon. Habituellement, c'est 2d6 plus caractéristique. Oui. Dans Monster Arts, il y en a 4 caractéristiques. Il y a Hot, Cold, Volatile et Dark. Donc, en français, c'est sexy, froid, volatile et obscur, qui représentent les 4 aspects les plus proéminents de l'adolescence. C'est-à-dire, le hot ou le sexy, c'est quelqu'un qui est fort là-dedans ou forte. C'est quelqu'un qui va être bon au niveau... c'est pas nécessairement au niveau de la beauté physique, c'est vraiment au niveau de ton persona, ton charisme, ton charisme, ta capacité à séduire, mais aussi à manipuler les gens. Le cold ou le froid, c'est souvent c'est quelqu'un qui est fort là-dedans ou forte. C'est quelqu'un qui va être en mesure de garder son sang-froid. Mais également, ça va être la stat qui va représenter la capacité à avoir des répliques cinglantes, avoir une répartie qui est vraiment tranchante, qui va avoir cette phrase-là qui tue, comme on dit, entre guillemets. Ouais. Le volatile, c'est vraiment tout aspect physique, donc coup de poing, claque sur la gueule, lutte, prise de lutte, mais c'est réellement la stat qui va servir pour s'enfuir, se sauver, éviter le combat, juste se pousser de là. Et t'as finalement Dark ou Obscur, qui est la stat, quelqu'un qui est fort là-dedans va être en mesure de communiquer avec l'abysse, l'abysse qui est cette espèce d'entité-là dont on parle pas vraiment, qui est très vague, qui est jamais établi ou on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais c'est ce qui nous permet d'avoir des réponses. De quelle façon? Ben, ça peut être en consommant de la drogue, ça peut être en faisant des rituels occultes,
Mais ça peut être également simplement en allant s'asseoir au bout du quai, regarder le soleil se coucher, puis essayer de comprendre. On Le peut aller sens de la le vie. hamster, c'est ça. Voilà, ça peut être simplement ça. OK. La stat Dark aussi a une autre chose, c'est que dans certains livrets, il y a des manœuvres qui sont reliées avec des compétences magiques ou surnaturelles. J'ai parlé de la sorcière, de la fée. Mhm. Tu sais, ça en est ça. Ça, c'est du dark. C'est de l'obscur. OK. Ça va par là. Donc, c'est toujours du 2d6 plus ça. OK. Il y a d'autres mécaniques également dans le jeu. Il y a également une mécanique de string, des fils, Mm. qui sont... plus on a de fils, en fait, quand on a un fil sur quelqu'un, plutôt, c'est un peu comme un pouvoir social qu'on a sur cette Sur l'autre. personne-là, sur l'autre. Il faut vraiment le voir comme un fil de marionnettiste. Voilà, c'est Mhm. donc, on va essayer tu sais, de manipuler les autres, ainsi de suite. On peut se servir des fils pour soit tenter de faire quelque chose à quelqu'un, ou on peut s'en servir également pour avoir peut-être un bonus à Mm. un jet de dés envers quelqu'un. Euh, OK. Donc, ça peut être il- positif ou négatif. Dans le sens, on peut ouais. manipuler quelqu'un ou se servir de ce lien-là pour Ben, renforcer positif pour soi. pour soi. Donc, OK. pour les autres, ça dépend comment vous l'utilisez. Tu sais, c'est vous qui décidez en tant que joueur quel genre de marionnettiste vous voulez être. Mhm. C'est ça l'affaire. OK. Il y a une autre mécanique aussi dans Monster Hearts 2 que je trouve très intéressante, qui n'était pas dans le premier, mais qui était dans le deuxième, parce qu'il faut que je rappelle que Monster Hearts est un des premiers jeux où est-ce que le queer content, ou tout ce qui est LGBTQ+, a été, faisait place, c'était la place centrale de ce jeu-là, en voulant dire, c'est une des trucs qui disait, si vous êtes joueur là-dedans, laissez votre le plus possible, sans être obligé, mais laissez votre orientation sexuelle comme étant vague pour l'instant. Pourquoi? À l'adolescence, on n'est jamais vraiment sûr de qu'est-ce qu'on est. Ou peut-être qu'on Effectivement. dit qu'on l'est, mais c'est pas sûr encore. On fait quelques découvertes. Mhm. Euh, puis on sait pas encore. Et par contre, le premier opus de Monster Hearts a oublié quelque chose. A oublié une des couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ+, c'est la sexualité. Là, je parle pas de Oui. la espace sexualité, mais de L apostrophe asexualité. Les aces, Mhm. les gens qui n'ont pas d'attirance ou d'attraction sexuelle. Dans Monster Hearts, il y a le 2, je parle, Ouais. il y a une mécanique de non-attraction qui est Wow. franchement géniale, qui combine en fait deux manœuvres qui font en sorte que la personne qui tente de séduire la personne qui est pas attirée, cette personne-là va penser qu'elle va réussir son jet, par exemple, de séduction, Mm. mais de l'autre côté, l'autre personne va peut-être avoir un string, un fil envers la Mhm. personne, au lieu de se laisser séduire ou de se laisser abandonner ou de promettre quelque chose. Fait que, Ah, vraiment intéressant là, qu'il y ait cette représentativité complète des communautés LGBTQ+, et qu'il y a eu cette adaptation-là aussi, bien sûr, pour inclure tout le monde. OK. Donc, j'en comprends que c'est un jeu LGBTQ+ friendly, dans ce sens que... oui, oh oui, euh, totalement. OK. Génial. Ça a été, si c'est pas le premier, ça a été du moins un des premiers en 2012 jeux où est-ce que les, 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 tout ce qui est LGBTQ ou queer Mm. ont pris la place centrale de ce jeu-là. Mhm.
Même dans la mécanique du jeu, là. Tu sais, c'est pas juste Oh, oui, oui. l'histoire, c'est la mécanique qui est même influencée par ça. Oui, Euh, ouais. parce que chaque livret de monstre a une perception différente de la sexualité. Et tu as des manœuvres de sexe qui sont très différentes et très appropriées pour Hmm. chacune des visions, parce que le livret du monde, c'est une métaphore en soi, même si on prend, admettons, le livret du vampire, on est réellement un vampire. Hmm. Il reste que c'est une métaphore, mais tu sais, la manœuvre sexuelle qui est reliée à ce livret-là est très appropriée tout le temps. OK, vraiment intéressant. Donc, autant au niveau de sa thématique que la mécanique, hein, les deux sont très interreliés, justement. Euh, et je pense on l'a quand même nommé, mais je vais poser la question, c'est quoi les forces de ce jeu de rôle-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se démarque des autres? Tu as déjà nommé que c'est un des piliers hein, dans les jeux LGBTQ friendly et dont l'univers et la mécanique vraiment incluent des concepts aussi au niveau de l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi qui fait en sorte Oh, qu'il ben se oui. démarque? Oui? Oui, oui, Oui? parce que le jeu aussi a été un des premiers également, un des premiers jeux de rôle à parler directement dans le jeu euh, des, des outils de sécurité Hmm. émotionnelle, comme la X-Card, le Script Change, les lignes et les voiles. Euh, Auparavant, c'était comme, ok, ouais, c'était là, mais dans le jeu de rôle, dans le livre comme tel, il n'en parlait pas. La raison pourquoi c'est ainsi, c'est que dans chacun des jeux, il y a des directives euh, qui sont données aux maîtres de jeu, qui expliquent aux maîtres de jeu comment maîtriser, comment incarner les personnages, et ainsi de suite. Dans Monster Arts, il y a une directive qui est très précise au niveau du maître de jeu. C'est que on demande au maître de jeu d'incarner les personnages non joueurs, ceux qui sont des monstres. Donc, s'il y a des personnages non joueurs qui sont des loups-garous, des fantômes, des vampires, etc., c'est de montrer leur côté humain. Hmm. Et vice-versa. Ce qui veut dire que si le maître de jeu ou la maître de jeu incarne des PNJ humains, mortels, faut montrer leur côté monstrueux. Mhm. Et là, c'est à se poser la question, ben, c'est quoi le côté monstrueux de l'être humain? Très Ben, intéressant. c'est intéressant et c'est pour ça qu'on a besoin de lignes de Ouais. voile, par exemple, au début, parce que, il y a des sujets qui peuvent être traités que c'est peut-être pas, tu sais, il y en a qui sont là, comme, ouais, non, ça, je veux pas qu'on parle de ça, Ouais. parce que sinon, ça va complètement. Moi, je vais juste penser à ça. Hmm. Je serai zéro concentré sur la partie présentement, puis j'aurai pas un bon moment. Hmm. J'aurai aucun plaisir. C'est la même chose pour la X-Card, le Crypt Chain, tout ça. C'est un jeu où est-ce que je dirais pas que tu as besoin absolument d'outils émotionnels pour pouvoir y jouer. Particulièrement si tu joues avec tes bons vieux chums, que ça fait 20 ans que tu joue ensemble, on se connaît bien. Oui, ok. Sauf que si tu joues avec des gens que tu connais peut-être un petit peu moins bien, ben tu sais peut-être pas qu'est-ce qui les trigger, Ouais. où est située cette ligne-là de s'il te plaît, ça, parle pas de ça. On se connaît peut-être pas nécessairement complètement et entièrement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin bien souvent de ça. Euh, Premièrement, ça permet justement peut-être d'en apprendre plus sur l'autre et, euh, et par le fait même, comme on expose le côté monstrueux de l'humanité, ça nous permet de bien souvent mettre en scène des problématiques
Mm. qu'on a soi-même vécu ou qu'on a entendu parler, un ami d'un ami ou le voisin ou tu sais ou euh, donc tu sais, tout ce qui est mauvais dans l'humanité puis de mettre ça puis de pouvoir voir non seulement non seulement ce que toi tu ferais dans telle situation, mais ce que tout le monde autour de la table, parce que c'est un jeu de rôle, c'est un brainstorm, hein? Mm. Les idées ne viennent pas que de toi. Parfois, il y a d'autres gens qui ont des idées. Donc, d'avoir le point de vue de tierces personnes sur certaines situations délicates, parfois, ça peut t'aider toi-même dans ta propre vie. Que Effectivement. ça, que ça soit à te construire une confiance que tu n'avais pas, ou juste à développer un certain niveau d'empathie que tu n'avais pas afin de comprendre l'autre dans quelle situation que cette personne-là est. Mhm. Donc, j'en comprends ce qui est un élément clé, en fait, du jeu Monster Hearts, c'est notamment l'inclusion des éléments de sécurité émotionnelle qui fait en sorte que c'est un bon jeu, justement, pour créer un climat de confiance, puis aller au plein potentiel des jeux de rôle. Je pense que tu le nommes bien, mais donc Marc, que les jeux de rôle peuvent permettre de vraiment travailler la confiance en soi, l'expression, l'empathie. Donc, Ouais, et excuse-moi, je vais pas te couper, mais comme c'est oui, un PBTA, ouais. les jeux propulsés par l'Apocalypse sont des jeux qui sont focusés sur le narratif. Donc, Mhm. sur les scènes. Là, ici, on n'a pas de battle map. Il n'y a pas de petit bonhomme avec des pions. Il n'y en a pas de ça. Ici, tout ce qu'on a, la plupart du temps, c'est juste une photo de qu'est-ce que ça a l'air, le quartier ou la maison, ou peu importe, avec photo euh, des personnages, joueurs ou non joueurs, avec qui on interagit. Et pour ce qui est du reste, il y a seulement qu'une scène L'imagination. et l'imagination et du mélodrame qui est digne d'un bon épisode de Chambre en ville pour ceux qui sont de mon âge. Sinon, pour les plus jeunes, whatever. OK, OK. Très intéressant. Puis, tu m'avais nommé que, bien sûr, tu y as déjà joué. De ton côté, peux-tu partager une expérience que tu as eue avec ce jeu, autant en tant que rôliste, que MJ, ou même une expérience que tu auras entendue que tu trouves qui est bien représentative de l'univers? euh, Représentatif. Je te dirais que en fait, c'est pas une expérience que moi j'ai vécue. C'est une Mhm. expérience que quelqu'un qui avait été maître de jeu pour une de mes tables de Monster Arts m'a. Un moment donné, on a eu une discussion. Qui m'a parlé parce qu'il a décidé, hey, moi je vais faire essayer ça à ma gang. Hein? Ma table de vieux rôlistes, que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, là, dans ma cave chez nous. Puis c'était le genre de joueur qui jouait juste à des jeux très basiques, là, Donjons et Dragons, Hmm. Pathfinder, Toulouse, tout. Là, d'essayer quelque chose d'aussi une bête aussi différente que ça, Monster Hearts, pour lui, ça représentait un défi, puis il Ça l'a voulait, là, motivé. ça le motivait. Surtout que, bon, il avait joué avec nous autres, il avait eu une certaine expérience de jeu, qui était coup-ci, coup-ça, puis là, il dit, ah, je vais l'essayer avec ma gang, ça. Ça a l'air quand même intéressant, puis je pense qu'on peut avoir des scènes prenantes. Et il m'est revenu avec en me disant écoute, j'ai eu la plus belle scène de jeu, une des plus belles scènes du moins que j'ai eues de ma vie. Un moment donné, il y avait un des personnages joueurs qui incarnait un adolescent. Il me semble que c'était un loup-garou. Ou en tout cas, quelqu'un qui avait la capacité de, de se défendre ou du moins de dire non, ça suffit, je mets ma Hmm. ligne là, puis ça va faire, puis je vais te la péter ta gueule, puis tu vas le regretter. T'sais. Sauf que c'était un adolescent qui se faisait battre par son père. Hmm. Et dans une des scènes,
il s'est fait battre par son père. Et là, il a demandé aux joueurs comment tu réagis. Et il a dit, ben là, regarde, non, ça va être... ben là, il était pas sûr. Il a fait faire un jet de garder son sang-froid, puis il l'a échoué. Puis il a dit, OK, qu'est-ce que tu voulais faire? Il dit, ben écoute, moi je voulais me transformer en loup-garou puis me défouler, là. Ça suffit, là. Je voulais... Je sais que c'était mon père, mais comme là, c'est comme non, là. Je suis tanné de me faire manger de la laine sur le dos. Mais il dit comme, ben OK, sauf que t'as échoué ton jet. Fait que ce que t'as réussi, c'est non. Fait qu'il a expliqué à cette personne-là comment son personnage a implosé sur lui-même. Et que la seule chose qu'il a pu faire, c'est se réfugier dans sa chambre, seul, et pleurer. Dans une solitude la plus totale, et avec l'impression qu'il pouvait juste rien faire. Que la seule solution qu'il avait, c'était de laisser ce monstre-là sortir, mais que ça finirait par peut-être tuer son père, ce qu'il voulait pas. Mhm. Fait que ça a été paraît-il, une scène vraiment prenante. Effectivement, parce qu'on aborde des sujets pour certaines personnes Oui, qui peuvent être très proches, oui. hein? Déjà du vécu, des expériences personnelles. Puis, ouais. D'ailleurs, oui, je voulais peut-être renchérir là-dessus, Non, non? vas-y, vas-y. Ok. D'ailleurs, parlant de vécu puis de scènes prenantes, à Draconis, j'avais justement pour le bien des lignes et des voiles, j'avais été me chercher une liste qui appelle une consent checklist. Mhm. Donc, une liste de plusieurs sujets qui peuvent être difficiles à aborder. Et ben, ça a été parfait pour les lignes et les voiles. Et ça a été parfait pour moi aussi en même temps. Parce que, évidemment, il y en a qui ont dit, OK, ben moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas ci, moi, je veux pas ça. Je disais, OK, ben parfait. Sauf que, moi, je vois, OK, ça c'est correct. Ça, je peux aborder ça. Ah ouais, OK. Ça aussi, je peux aborder ça. OK. Parfait. Fait que ça me laisse plein d'avenues pour m'inspirer, moi, plus tard, à OK, il faut que je joue quelque chose de monstrueux. Je suis un être humain. Mhm. Ah, bon, OK. T'as pas parlé de tel sujet. Bon, ben, regarde, je vais peut-être aborder ça, là, à ce moment-là. OK. Fait que c'est un jeu où j'en comprends vraiment les outils de sécurité émotionnelle. Il faut les utiliser, les mettre en place, surtout dans la session zéro, parce que Oui, 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 sinon, oui. le ou la maître du jeu peut vraiment utiliser plusieurs euh, défauts, on va dire, de l'être humain, et ça peut Oui, aller oui, chercher oui. certains joueurs. Donc la communication est très importante, mais c'est un jeu, je vois le potentiel que ça peut faire vraiment au niveau d'un jeu de rôle expérientiel, puis très narratif, mais qui fait vivre des émotions, des belles expériences de jeu aussi, là. Ben, Oui, oui, oui. ouais. Puis, Euh, de l'autre côté, en tant que maître de jeu, ça a été pour moi aussi un jeu qui a été très formateur. Parce qu'en Hmm. plus de, tu sais, d'être comme tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, les PBTA, Hmm. sont des jeux qui sont très avec un setting qui est très ciblé. Hein. Là, on est des ados, setting moderne, c'est tout. On peut pas jouer à quoi que ce soit d'autre. Il y a plein d'autres jeux qui sont. C'est pareil. Euh, et en plus, là-dedans, de jouer des gens qui sont monstrueux ou moins, tout dépendant. Moi, ça m'a formé aussi énormément parce que certains des principes qui sont établis dans le jeu, c'est les principes que tu peux amener ailleurs, dans d'autres jeux après, pour pouvoir Mhm. t'aider à maîtriser. Hmm. Des principes comme par exemple être un fan des personnages principaux, donc des personnages joueurs. En voulant dire que c'est sur eux
que tu dois, ou elle, que tu dois mettre le focus, que tu dois mettre le spotlight. Et Ok. pas sur ton monde, pas sur tes PNJ. C'est d'être fan d'eux. C'est vraiment comme, même si c'est des... S'ils agissent pas correctement, même si présentement il est en train de dépecer quelqu'un ou il est en train de sucer le sang de quelqu'un, Mhm. pas grave, t'es fan de ces personnages-là. Ce qui est montré dans l'épisode de Buffy, quand un vampire qui fait pas nécessairement quelque chose de correct, ben on est fan pareil de ce personnage-là, parce qu'on sait que dans le fond, avant ça, il a aidé Buffy. Par exemple. Mhm. Ok. Euh, une autre chose que j'ai trouvé très importante, c'est de traiter tes side characters, des personnages qui sont plus secondaires, comme des chars volés, des véhicules volés. Autrement dit, il n'est pas à toi ce véhicule-là. Ah. Sauf que tu l'as volé, présentement, c'est toi qui es aux commandes de ce véhicule-là. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, tu y vas à fond. Mhm. Tu y vas vraiment à fond avec le personnage. Tu y vas pas subtil. Tu y vas à 100 000 à l'heure. Si tu montes un côté monstrueux, tu le montes à 100 000 à l'heure. Jusqu'à temps que tu vas s'arrêter ou que tu aies un accident. Ah, j'aime Et bien la ça, métaphore. ensemble, c'est une belle métaphore parce que ça, c'est quelque chose qui peut te servir après pour justement de mettre un petit peu d'épices dans ta Hmm. session, dans ton. Tu sais, que ça soit. Oh mon Dieu, c'est du gros drama, là. Parce qu'il faut faire quelque chose, là, le PNJ, il est en train de foutre la merde un peu partout, là. Oh, wow. Ok. Ouais, ouais, ouais. Génial. Donc, en tant que MJ, autant qu'en tant que rôliste, le jeu amène vraiment plein d'expérience puis d'apprentissage. Ah, Oui, oui, j'ai oui. hâte d'y jouer maintenant. Tu vois, on s'en parlait tout à l'heure, mais j'ai encore plus hâte d'y jouer. On va terminer là-dessus. Alors, je pense qu'on a déjà un bon portrait du jeu. Maintenant, il reste juste à le tester. Le plus Oui, difficile, puis c'est toujours ça. Oui. oui, puis bon, le confinement est en train de se terminer, les gens commencent à se réunir à nouveau avec des tables, mais je peux vous dire que, premièrement, le jeu, si jamais il vous intéresse, il est pas, je l'ai vraiment cherché en français un peu partout, je l'ai Hmm. pas trouvé du tout. Mais en anglais, il est disponible sur le site web de la compagnie d'édition de Avery Alder, qui est buriedwithoutceremonies.com. Vous pouvez l'acheter là en livre, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça avoir le livre dans leur bibliothèque. Vous pouvez l'acheter en reliure ou en hardcover. Dans les deux cas, le PDF est fourni avec. Ou si vous voulez, vous pouvez simplement l'acheter en format PDF. Hmm. Puis, sur le site web Buried Without Ceremonies, il y a également quelques PDF qui sont gratuits, qui sont donnés, qui sont des aides de jeu. Hmm. Puis, par la suite, si vous voulez, si vous êtes vraiment intéressé à avoir des petits trucs plus complets, voyons, Drive-Thru RPG, si vous tapez Monster Arts 2 dans le champ de recherche, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment tout plein de, euh, de suppléments, Mhm. de skins de monstres différents. J'ai même fait une recherche sur Reddit. Il y a Ah quelqu'un oui. qui a fait une compilation de toutes les skins homebrew qui ont été faites, donc de Wow. plein de livrets de différentes sortes de monstres. Si jamais pour vous les monstres de base ne sont pas assez, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Puis le Ok. jeu, également, si vous voulez jouer en ligne, parce que bon, il y en a qui sont peut-être pas encore à l'aise à sortir de chez eux. Hein? La pandémie a été difficile. Vous pouvez aller sur la plateforme Roll20. Il y Mhm. a une fiche déjà intégrée avec toutes les manœuvres, tout le kit dedans. Génial. Puis en plus, Roll20, depuis il y a pas longtemps, il y a maintenant dans les compléments de jeu
et ça, c'est tout à fait gratuit, là. Vous pouvez ajouter quelque chose qui s'appelle les RPG Safety Tools, qui vous donne accès au Game Creation Palette, qui est un peu comme un ligne et les voiles qui sont intégrés, avec en plus la Xcard et le Script Change. Donc, c'est Génial. là. Oui, puis c'est vraiment bien implanté avec soit des cartes à jouer ou des macros. C'est selon votre choix. Donc, OK. Mon Dieu, ben ouais. merci. Je savais pas cette information-là pour Rôle 20. Ben, c'est super. Donc, on n'a plus d'excuses pour ne pas y jouer. C'est possible d'aller le retrouver. C'est possible en version PDF ou en version livre. Et on peut même jouer sur Rôle 20. Et de ton côté, donc Marc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter ce jeu que je comprends pourquoi c'est dans tes coups de cœur. Il y a vraiment beaucoup de potentiel, puis en tout cas, je suis excitée de l'essayer. De ton côté, je sais que justement, tu es collaborateur pour le podcast Pas de nom. Est-ce que vous avez des choses qui arrivent prochainement? Ce soir même, là, je sais pas quand est-ce que tu vas publier ça, mais là, on est le 3, Le le 3. 3 avril. Ce soir, c'est notre discussion bi-hebdomadaire qu'on a avec le podcast Pas de nom. On n'est pas sûr encore du sujet qu'on va aborder, on va voir. Aussi, les vendredis, tous les vendredis, on a une partie. On switch à tous les 2 vendredis. Le vendredi prochain, c'est une campagne de Route qui va commencer, où on incarne des petits personnages un peu à les Amis de la Forêt Verte, pour ceux qui ont mon âge, là, qui se souviennent. Là. Donc, des petits animaux qui sont dans la forêt et qui vivent des petites aventures plus ou moins cute. Et l'autre vendredi, c'est moi qui mène une campagne de Avatar Legends, qui est un autre PBTA. Quand on parlait de PBTA, le 2D6 plus 4, là, moi je le dis tout le temps, une fois que vous avez joué à un PBTA, vous allez comprendre en gros en tant que joueur ou joueuse toutes les PBTA. C'est génial. 2D6 plus 4, c'est tout. Et c'est 6 moins est un échec, 7-9 c'est une réussite partielle, peut-être avec complication, et 10 plus, tu as réussi, parfait, ce que tu voulais faire, ça arrive, c'est tout. Là, c'est Avatar Legends, c'est Avatar The Last Airbender, qui est un dessin animé que j'adore personnellement, ainsi que la suite Korra. Nous, on a décidé de vivre les aventures de 4 benders, donc 4 personnes qui maîtrisent un élément et qui sont à la recherche du prochain avatar après Korra. Donc, on vit dans un setting, je dirais, un peu années 80, début 90 au niveau de la technologie. Mais tout ça avec tout ce qui est arrivé avant dans Avatar et dans Korra, dans ce monde-là. Puis j'aime bien ça parce que je me fais aider avec plusieurs sites là, qui ont eu la même idée que moi, en fait. Puis qui ont fait leur propre suite à Avatar Korra. Fait que, ouais, on a bien du fun, pour vrai, là. Ah, c'est génial. J'avais vu que le jeu de rôle allait sortir sur Avatar, puis j'avais hâte de voir là, à quoi ça allait ressembler. Est-ce que ça allait vraiment... le jeu en tant que tel n'est pas sorti, mais le Quick Start est c'est sorti, ça, puis nous autres, on a fait, non, on y va sur le Quick Start. Et moi, en plus, parce que je trouve que le Quick Start est un peu incomplet, particulièrement au niveau des techniques de bending, donc de maîtrise des éléments. Il y a un autre jeu qui est sorti avant qui s'appelle Legends of the Elements. Donc moi, je combine un petit peu des deux. Je fais ça un petit peu homebrew à ma façon, mais là, ça... Là, par exemple, il y en a qui ont eu des avancements, là, puis qui est là, je sais pas trop quoi prendre. Je dis, ben écoute, tu peux aller dans Legends of the Elements, aller chercher des affaires. Exact. Fait que, oui.
il va y avoir des surprises, il va y avoir des gens qui vont obtenir des capacités qu'il n'y avait pas auparavant qui vont être intéressantes. Génial. Et voilà, c'est là que on sait qu'on est un bon MJ quand on est capable de combiner différents éléments et de créer la nouveauté. Ben, c'est pas nécessairement ce qui fait un bon MJ, mais disons que c'est une corde à sa guitare. Et voilà, une corde de plus. Super. Ben, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de parler de Monster Hearts et également d'avoir pris le temps de bien expliquer différents concepts aussi qui sont beaucoup vus dans le domaine du jeu de rôle. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là de nous écouter. Je vous invite à aller essayer, bien sûr, le jeu Monster Hearts, à suivre le podcast Pas de nom, et si ce n'est pas le cas, à vous abonner et à suivre la chaîne YouTube de Ludipsy pour d'autres nouveautés, notamment la série Jeux de rôle en bref. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et à la prochaine! Bye! Bye bye!